Ma femme m'a envoyé un SMS, tu n'as pas besoin de venir, ma mère ne veut pas de toi ici. Et cela s'est produit juste après que j'ai payé pour le nouveau manoir de ma belle-mère. J'ai répondu, compris. Mais 1 heure plus tard, j'ai fait ceci. Ma femme m'a envoyé un SMS, ne viens pas. Ma mère ne veut pas de toi ici. J'ai lu cela debout dans l'allée de la maison toute neuve pour laquelle je venais de mettre mon nom et mon avenir en jeu, tenant toujours le ruban rouge qu'ils étaient sur le point de couper. Pendant un instant, j'ai honnêtement pensé qu'elle l'avait envoyé à la mauvaise personne. Je me tenais là, dans mes bottes de travail éraflées, sur un parfait béton frais, regardant de brillants VUS s'arrêter sous un ciel plat et gris de l'île. Ces cousins, ces dames de l'église, toutes sortaient avec des plats couverts et des plateaux Carrefour. Mon téléphone a vibré à nouveau. Marc, ne fais pas que cette journée tourne autour de toi. Celle-là, je savais qu'elle m'était destinée. Derrière moi, l'endroit ressemblait à une photo tirée d'un calendrier de banque, 2 étages, une fausse façade en pierre, un garage pour 3 voitures, de grandes fenêtres donnant sur ce qui était autrefois un champ de maïs en bordure de la ville. Le genre de maison dont ma belle-mère, Mireille, parlait depuis 20 ans. Un jour, disait-elle toujours, encerclant des photos dans des magazines. Ce jour est finalement arrivé. Il n'y avait juste pas de place pour moi. 2 semaines plus tôt, j'étais assis dans un bureau vitré à la Crédit Agricole, signant mon nom jusqu'à ce que ma main se crampe. 22 ans chez les tuyauteurs du syndicat du bâtiment, et les années qui ont suivi, à ramper dans les greniers pour faire du CVC, c'est ce qui a permis aux chiffres de fonctionner. J'ai mis mon vieux camion Renault en garantie. J'ai vidé le dernier de mes économies. C'est pour la famille, me suis-je dit. En face, un couple de nouveaux voisins s'appuyait sur la balustrade de leur Porsche, observant. Quelqu'un avait scotché une bannière à travers la porte du garage, « Bienvenue à la maison, maman ». Pas « Maman et Marc ». Juste « Maman ». Mon pouce plana au-dessus de l'écran. Je pouvais entendre la voix de Sophie dans ma tête aussi clairement que si elle se tenait à côté de moi. « Marc, tu sais comment est maman. S'il te plaît, ne commence pas. » J'avais entendu cette phrase, ou une version de celle-ci, pendant la majeure partie de nos 15 années de mariage. J'ai tapé un mot en retour, compris, puis j'ai appuyé sur envoyer. On pourrait penser qu'un homme qui a survécu à l'opération Daguet en 91 serait plus difficile à ébranler. J'ai eu des mortiers atterrir plus près que le SMS de ma femme, mais « Ma mère ne veut pas de toi ici » a fait quelque chose de différent. Ça n'a pas seulement piqué, ça a tracé une ligne nette autour de l'endroit où j'appartenais et de celui où je n'appartenais pas. Un VUS argenté a ralenti dans la rue et a tourné dans l'allée sans ralentir. J'ai reconnu les phares. Sophie s'est garée, sans jamais regarder vers l'endroit où je me tenais, sur le côté. Mireille est sortie dans un nouveau manteau bleu, les cheveux fraîchement coiffés, tout son visage illuminé. Les gens ont applaudi lorsqu'elle s'est tournée pour saluer. Ses yeux m'ont effleuré pendant une demi-seconde, pas un signe de tête, pas un bonjour, juste un regard rapide et plat comme si j'étais un poteau électrique. J'aurais pu m'approcher et dire, de rien, assez fort pour que tout le cul-de-sac l'entende. Au lieu de cela, j'ai posé les ciseaux de cérémonie brillants qu'ils avaient achetés juste pour ce moment sur la petite table pliante près de l'allée et j'ai reculé. « Marc, tu restes » a demandé l'un des diacres plus âgés de l'église, les bras pleins de gobelets en plastique. J'ai forcé un petit sourire. « Non » ai-je dit, juste déposer quelque chose. Ce n'est pas ma journée. Une enceinte Bluetooth a commencé à jouer une chanson country sur les bénédictions dans les grandes maisons. Mireille et Sophie se sont alignées dans l'embrasure de pierre que j'avais payée, souriant pour les photos pendant que tout le monde se rassemblait autour d'elle comme une couverture de magazine prenant vie. J'ai marché jusqu'à mon camion et je suis monté. Le siège du conducteur a grincé, comme mon dos à la fin d'une longue journée de travail. J'ai fermé la porte et je les ai regardés à travers le pare-brise pendant un moment, riant, posant, ajustant leur manteau. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant que je ne tourne la clé. Le SMS disait, « S'il te plaît, ne sois pas dramatique. Nous pourrons parler plus tard. Je t'aime. » J'ai fixé ces 2 derniers mots, « Je t'aime », assis juste en dessous de « Ne viens pas ». Ça m'a presque fait rire. Puis j'ai mis le camion en marche et je me suis éloigné du manoir, passant devant des trottoirs neufs et des panneaux, bientôt disponibles, pour retourner vers le côté le plus ancien de l'île, où les rues sont fissurées et la peinture s'écaille, et où les maisons ont l'air d'avoir été habitées. Plus je m'éloignais de ce manoir, plus la vérité s'est installée en moi.
Quelque chose avait été brisé pendant longtemps, et j'avais été le dernier à le remarquer. J'ai conduit à la maison en pilote automatique, passant par les mêmes rues que j'avais empruntées pendant des années, boulevard de la Liberté, l'ancien magasin d'appât, le terrain vide de l'amicale des anciens combattants où ils organisent des frites de poisson en été. Lorsque je me suis garé dans notre allée fissurée, la maison avait le même aspect que d'habitude, revêtement blanc, gouttières affaissées d'un côté, la lumière du porche que Sophie oubliait toujours d'éteindre. Je suis resté assis là pendant 1 minute, les mains sur le volant, sentant les années défiler en arrière. 15 ans de mariage ne commencent pas par des épaules froides et des SMS cruels. Cela commence par la chaleur et l'espoir. Le nôtre a commencé lors d'un repas partage de Thanksgiving à l'église. J'étais debout près de la table des desserts, essayant de choisir entre la tarte à la citrouille et la tarte aux pacanes. Et Sophie est arrivée avec une assiette pleine de dinde et de patates douces. « Tu as l'air d'un homme à pacane », a-t-elle dit avec un petit sourire. Elle n'avait pas tort. J'ai ri. Elle a ri. Et c'était tout. L'un de ces moments dont vous ne savez pas qu'ils sont importants avant des années plus tard, lorsque vous regardez en arrière pour essayer de comprendre où les choses ont changé. Elle aimait le fait que je travaillais de mes mains. Elle aimait le fait que j'ai servi dans l'opération Daguet en 91. Elle me présentait aux gens en disant « Marc peut tout réparer, même ma vieille Peugeot ». Son fils, Lucas, avait 12 ans lorsque nous nous sommes rencontrés, maladroit, silencieux. Je lui ai appris à changer des plaquettes de frein et à lancer une balle rapide à 2 coutures. Il m'a appelé « Titi » pendant une longue période avant d'utiliser le mot « papa ». Quand il l'a finalement fait, j'ai pleuré dans le garage où personne ne pouvait me voir. Cela était de bonnes années, des voyages en voiture à Bruxelles, des frites de poisson du vendredi à l'amicale des anciens combattants, regarder les orages arriver depuis des chaises de jardin sous un auvent métallique que j'avais soudé moi-même après avoir passé plus de 2 décennies avec les tuyauteurs du syndicat du bâtiment. Je me souviens avoir pensé à l'époque que j'avais finalement construit quelque chose qui ne s'effondrerait pas. Mais de lentes fissures ont commencé à apparaître de petites choses. Sa mère, Mireille, faisait des commentaires comme « Lucas a besoin de stabilité ». Puis, Sophie, le travail de Marc n'est pas haut de gamme. Elle disait toujours « haut de gamme », comme si elle mordait dans quelque chose d'aigre. Ou elle demandait « Est-ce que Marc a une assurance maladie par le syndicat ?» Et Sophie se précipitait pour répondre à ma place, comme si je n'étais pas là. De petites exclusions, de petites blagues, de petites décisions prises sans moi, et puis de plus grandes. Sophie a commencé à rendre visite à sa mère 3 ou 4 soirs par semaine. Au début, elle disait que Mireille était seule. Ensuite, elle a dit qu'elle planifiait des choses ensemble. Puis elle a cessé d'expliquer du tout. Le premier signal d'alarme majeur est apparu il y a 2 ans. Je suis entré dans la cuisine après une longue journée de travail, mes bottes encore boueuses, et j'ai trouvé Sophie et Mireille assises à la table avec une pile de documents. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Sophie a dit « Oh, ça ?» juste pour aider maman à comprendre certaines choses. Il s'est avéré qu'elle avait utilisé mon revenu pour aider Mireille à obtenir une préapprobation pour la maison de ses rêves. « Tu ne regardes jamais les petits caractères de toute façon », avait-elle dit comme si c'était une blague. J'aurais dû protester plus fort. Mais quand vous êtes marié, vous vous dites que vous êtes un bon partenaire en ne transformant pas chaque désaccord en guerre. Vous faites la paix. Vous choisissez vos batailles. Et parfois, sans le vouloir, vous arrêtez complètement de vous choisir vous-même. Puis vint la distance, Sophie restait dehors plus tard, son téléphone toujours face cachée. Des disputes qui n'explosaient jamais tout à fait, mais qui laissaient toujours de la fumée dans la pièce. J'ai l'impression que tu ne me vois plus, lui ai-je dit une fois. Elle a soupiré et a dit, Marc, tout ne doit pas être si dramatique. Ce mot à nouveau, dramatique. Comme si demander une place à la table de ma propre vie me rendait déraisonnable. Mais j'ai continué d'essayer. J'ai réparé les gouttières, aidé Lucas à déménager dans son premier appartement, pris des quarts de travail supplémentaires lorsque Sophie a dit que sa mère avait besoin d'argent, juste pour l'instant. Je ne savais pas que je construisais un pont qu'elle prévoyait de brûler derrière moi. Cette nuit-là, après avoir quitté la célébration du manoir où je n'étais pas le bienvenu, je suis entré dans notre cuisine silencieuse, j'ai ouvert le réfrigérateur, et j'ai fixé une bouteille de thé glacé à moitié vide pendant longtemps. Parfois, le silence d'une maison vous dit des choses avant que les gens ne le fassent. Je me suis assis à la table, les coudes sur le bois que j'avais poncé moi-même 12 ans plus tôt,
et j'ai pensé à ces premiers jours, les tartes, les rires, les voyages, les vœux. Puis j'ai pensé à son SMS, ne viens pas. Ma mère ne veut pas de toi ici. Quelque endroit entre ces deux points, quelque chose avait terriblement mal tourné, et j'avais finalement cessé de prétendre que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'étais allongé sur le dos, fixant le ventilateur de plafond, écoutant son cliquetis chaque fois que le balancement le frappait. Autour de 5h30 du matin, j'ai abandonné, je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à l'amicale des anciens combattants sur la rue d'Arras, l'endroit où j'allais toujours quand la vie n'avait pas de sens. La porte d'entrée grinçait de la même manière que depuis les années 80. Ça sentait le café brûlé, la vieille cire à plancher et les crêpes de la Fédération nationale des anciens combattants d'un petit déjeuner d'il y a des mois qui n'avait jamais vraiment quitté le bâtiment. Quelques gars étaient déjà là, Gérard avec ses mots croisés, le vieux Paul avec son réservoir d'oxygène, et derrière le comptoir, la même cafetière qui semblait plus vieille que la moitié des membres. Et là, à notre table habituelle, était assis Thierry Martin. Thierry et moi nous sommes rencontrés dans l'opération Daguet. Il avait 21 ans et était en colère contre le monde. J'en avais 19 et j'étais terrifié. Nous sommes rentrés chez nous des hommes différents, mais nous sommes rentrés frères. Il me donnerait du fil à retordre jusqu'au jour où l'un de nous mourrait. Il m'a regardé et a dit, « Jésus, Marc, tu as l'air de quelqu'un à qui on a volé son argent de poche pour le déjeuner. » C'est le cas, ai-je dit, en m'asseyant. Juste dans une maison à 720 000 €. Conversion approximative de 780 000 $, Thierry a posé sa tasse. Très bien, raconte-moi. Alors, je l'ai fait, le SMS, la fête, la façon dont Mireille a regardé à travers moi comme si je faisais partie de l'aménagement paysager. Thierry a sifflé doucement. Mec, nous avons survécu à des tempêtes de sable ensemble. Et tu me dis que tu as laissé ces deux-là te chasser de leur propriété? Ce n'est pas ma propriété, ai-je dit. Pas selon les documents. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne savais pas encore, pas officiellement, mais j'avais une intuition, et elle pesait lourdement sur ma poitrine. Après le café, j'ai conduit directement à la Crédit Agricole. Il était un peu plus de 8 heures. Le hall était encore calme. Une jeune caissière nommée Chloé m'a reconnu. Son père avait travaillé avec moi dans des emplois syndicaux il y a des années. Bonjour, Marc. Ça va? Tu as l'air stressé. Oui, ai-je dit. J'ai besoin de voir le dossier de ce prêt hypothécaire que j'ai signé pour ma belle-mère, juste pour confirmer quelque chose. Elle l'a affiché sur son écran, puis a froncé les sourcils. C'est étrange. Cela ne vous montre pas comme un propriétaire, juste comme le garant financier. Quoi? J'ai penché la tête. Ce n'est pas possible. Mais elle a tourné l'écran et c'était là, clair comme de l'eau de roche, emprunteur, Mireille Fournier, occupant, Mireille Fournier et Sophie Fournier, garant, Marc Dubois. Je portais la dette. Elle possédait la maison. Je n'avais aucune revendication, pas même un pied sur le pas de la porte. J'ai senti mon estomac tomber à travers le plancher. Chloé, ai-je dit doucement. J'ai signé ce qu'on m'a dit être une copropriété. Elle avait l'air peinée. Marc, c'est ce qui est dans le dossier. Je l'ai remercié et je suis sorti sous le soleil froid. Il semblait que la ville entière de l'île s'inclinait de côté. Même le vent se sentait différent, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai reconduit jusqu'au manoir, les mains serrées sur le volant. Des voitures bordaient toujours la rue depuis la fête. Des gens prenaient des photos près des colonnes du porche d'entrée. J'ai marché jusqu'à l'allée, cœur battant, et j'ai frappé. Mireille a ouvert la porte juste assez large pour laisser passer son visage. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, toute tendue et convenable. « Je veux voir les documents, ai-je dit. Les papiers de propriété. Je veux savoir pourquoi je n'y suis pas. » Tu fais une scène, a-t-elle sifflé. C'est embarrassant. Je pose juste une question. Tu n'as aucun droit de demander quoi que ce soit, a-t-elle claqué. Ce n'est pas ta maison. Cette dernière phrase m'a frappé plus fort que n'importe quel tir de mortier que j'ai jamais esquivé. Derrière elle, des gens regardaient, un couple de voisins, une des collègues de Sophie, la femme du pasteur, tous me fixaient. Rentre chez toi, Marc, a dit Mireille, sa voix basse et glaciale.
Avant que tu n'embarrasses Sophie. J'ai ouvert ma bouche, mais aucun mot n'est sorti parce que la vérité était que je ne savais plus ce qu'était chez moi. Je suis retourné à mon camion en silence, sentant chaque paire d'yeux sur mon dos. Et puis est venu le coup de grâce. Quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé d'appeler Sophie. Pas de réponse, puis messagerie vocale. Puis le SMS, je suis vraiment déçu que tu sois si dramatique. Ce mot encore. J'ai finalement appelé un avocat, un gars qu'un collègue m'avait recommandé une fois. Il a écouté, a soupiré, et a dit, ces affaires sont compliquées. Si vous signez quelque chose sans lire attentivement, c'est une lutte difficile. J'ai raccroché, me sentant comme si on venait de me dire de combattre un incendie avec un tuyau d'arrosage. Cette nuit-là, après une longue douche et une bière que je n'ai même pas terminée, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai pris une décision. J'avais été écarté, humilié et mis de côté. Mais je n'en avais pas fini, pas de loin. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une boule au ventre et le sentiment que quelque chose dans ma vie avait tranquillement cédé pendant la nuit. Pas cassé, cédé net comme une branche sèche qui finit par rompre sous des années de pression. J'ai fait du café, me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre tandis que le soleil perçait un ciel gris de l'Hauts-de-France. Notre jardin arrière avait le même aspect que d'habitude, herbes clairsemées et un vieil grill, le vieux baseball décoloré de Lucas gisant près de la clôture. Mais d'une certaine manière, tout cela me semblait étranger, comme si quelqu'un avait déplacé les murs pendant que je dormais. J'ai ouvert mon application bancaire. Je ne sais pas pourquoi, instinct, peut-être. Et c'est là que je l'ai remarqué. Un virement que je n'ai pas reconnu. Puis un autre, et un autre. De petits montants au début, 200 € ici, 320 € là. Mais ensuite, j'ai fait défiler plus loin, 3700 €, 3000 €, 6500 €. Au cours de la dernière année, plus de 39 000 € avaient tranquillement transité de notre compte joint vers un compte simplement étiqueté « Monsieur Fournier ». Mireille. Ma mâchoire s'est verrouillée si fort que ça m'a fait mal. Conversion approximative de 42 000 $, je suis allé dans la chambre d'amis où nous gardions des boîtes de vieux papiers et j'ai tout sorti. Relevé bancaire, formulaire d'assurance, lettre de la caisse de crédit. Sophie a toujours dit qu'elle s'occuperait des factures. Je lui faisais confiance. Maintenant, en regardant les dates s'aligner sur les excuses qu'elle m'avait données, maman avait besoin d'aide, c'est temporaire, ne t'inquiète pas pour ça, je me suis senti mal. Pas encore en colère, juste mal. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Notre caméra de sonnette Nest enregistre des clips audio chaque fois que quelqu'un s'approche du Porsche. Sophie n'a jamais aimé cette chose. Elle disait que cela nous faisait paraître paranoïaques, mais elle ne savait pas qu'elle conservait une archive complète à moins de la supprimer manuellement. J'ai ouvert l'application, j'ai fait défiler, j'ai écouté. La plupart des clips étaient ennuyeux, livraison Amazon, enfants vendant des bonbons pour une collecte de fonds, chats errants. Puis je l'ai trouvé, 2 nuits avant la fête, 23h42. Sophie chuchotant, maman, mets-le dans ton sac à main. Mireille chuchotant en retour, il ne les verra pas. Non, a répondu Sophie, il ne vérifie jamais rien. Et une fois que la maison sera à ton nom, j'en aurai fini de jouer l'épouse. Il continuera de payer de toute façon. Mon souffle a quitté mon corps pas rapidement, lentement comme si quelqu'un m'avait fait un trou dans les poumons. Je l'ai rejoué 2 fois, 3 fois. Le ton, la certitude, la façon dont elle a dit, fini de jouer l'épouse, comme si notre vie commune était une longue farce épuisante dont elle était enfin excusée. Je suis resté assis là, dans la maison vide avec les murs qui se refermaient. Et puis quelque chose s'est passé. La maladie a disparu et un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois s'est abattu sur moi comme de la neige fraîche. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas envoyer de longs SMS que Sophie ignorerait. J'allais me battre intelligemment. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit au centre-ville jusqu'au bureau de l'avocate Carla Dubois. Une avocate qu'un gars de l'amicale des anciens combattants avait juré une fois ne pas se laisser faire par qui que ce soit. Son immeuble était assis en face du vieux palais de justice, un endroit en briques rouges qui semblait pouvoir résister à une tornade. Carla avait au début de la soixantaine, des yeux perçants, un chignon argenté, des lunettes sur une chaîne. Quand elle m'a serré la main, c'était ferme comme un syndicat. « Qu'est-ce qui se passe, Marc » a-t-elle demandé, fermant la porte de son bureau.
Je lui ai tout raconté, le SMS, le prêt hypothécaire, les virements, l'enregistrement. Chaque détail a coulé hors de moi comme de l'eau d'un tuyau fissuré. Quand j'ai fini, elle s'est assise, tapotant son stylo sur un bloc-notes juridique. Ce ne sera pas facile, a-t-elle dit. Le tribunal de la famille de l'Hauts-de-France est lent. Vous devez être prêt pour 6 à 9 mois de paperasse, d'audience, de retard. Mais elle s'est penchée en avant. D'après ce que vous m'avez montré, nous pouvons vous protéger à partir d'aujourd'hui. Ce mot, protéger, m'a frappé plus fort que prévu. Que dois-je faire, ai-je demandé. Vous devez tout rassembler. Chaque relevé, chaque virement, chaque SMS, chaque enregistrement. Je ferai citer le reste, mais vous devez rester silencieux. N'avertissez pas votre femme ou sa mère. Ne les confrontez pas. Nous contrôlerons le récit légalement. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Et Marc, vous devez vous préparer. Les femmes comme Mireille ne reculent pas. Elles se battront. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez Total, j'ai pris un café même si mes mains tremblaient encore, et je me suis assis sur le parking en fixant mon téléphone. 1 heure avant, je m'étais senti comme un homme expulsé de sa propre vie. Maintenant, je sentais quelque chose de différent. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme un homme qui se relevait. J'ai passé les jours suivants à me déplacer comme un homme avec une mission silencieuse. Rien de dramatique, rien de bruyant, juste un travail lent et régulier. Le genre de travail qu'un homme du syndicat comprend. Vous ne précipitez pas une soudure. Vous ne forcez pas un tuyau. Vous agissez délibérément. Vous mesurez 2 fois et vous vous assurez que le produit fini tiendra. La première chose que j'ai faite a été d'imprimer tous les relevés bancaires des 2 dernières années. J'ai surligné chaque virement que Sophie avait fait à sa mère, date, montant, note, comme aide familiale ou prêt temporaire. J'ai créé un dossier intitulé « Détournement financier » et je les ai tous glissés à l'intérieur. Ensuite, vinrent les SMS. Chaque message froid, chaque tentative de culpabilisation, chaque « Marc, tu es dramatique » capture d'écran, horodatage enregistré sur une clé USB que Carla m'avait donnée. Puis le clip audio. Je l'ai joué une fois de plus, écoutant le chuchotement de Sophie, une fois que la maison sera à ton nom, j'en aurai fini de jouer l'épouse. Même après tout ce que j'avais trouvé, ces mots coupaient profondément. Pas la trahison elle-même, j'avais déjà fait la paix avec cette partie. Ce qui faisait mal, c'était la façon désinvolte dont elle l'avait dit, comme si elle avait répété la phrase dans sa tête pendant des mois. Je l'ai classé sous « preuve, intention antérieure ». J'ai rassemblé les documents hypothécaires ensuite. Ils étaient enfouis dans un tiroir sous de vieux manuels et des cartes d'anniversaire. Lorsque je les ai étalés sur la table de la cuisine, la vérité m'a regardé fixement comme une étiquette d'avertissement, garant, Marc Dubois, non propriétaire. Mon nom nulle part ailleurs. 1 an plus tôt, lorsque Sophie m'avait remis les papiers, elle avait dit « Chérie, ceci confirme juste tes revenus. Ça aidera maman à obtenir de meilleurs taux. C'est la procédure normale. » Et je l'avais cru parce que c'est ce qu'un mariage est censé être. Pendant que je triais tout, le comportement de Sophie a changé. Ce n'était pas subtil. Elle oscillait entre une douceur inhabituelle et une froideur étrange, comme si elle sentait que quelque chose bougeait sous ses pieds mais ne pouvait pas dire où ni pourquoi. Un soir, elle s'est approchée de moi dans la cuisine pendant que je rinçais une assiette. « Tu as été silencieux ces derniers temps » a-t-elle dit. « Occupée par le travail » ai-je répondu. Elle s'est rapprochée. « Est-ce que ça va entre nous ?» Au lieu de lui dire ce que je savais, ce que j'avais entendu, ce que j'avais découvert, j'ai simplement répondu « ça va ». Mais mon ton a dû sonner différemment, car elle s'est figée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a semblé incertaine. Mercredi après-midi, Carla a appelé. « Mireille a engagé un avocat » a-t-elle dit. Il essaie déjà de bloquer l'accès à certains documents financiers. J'ai senti mes mains se crisper sur le volant. Est-ce que ça va nous arrêter? Non, a-t-elle dit. J'ai déposé une contre-motion il y a 10 minutes. Je demande également une audience d'urgence. Tiens-toi prêt. L'annonce, lundi matin, Palais de justice du Nord, 9 h du matin. Mon estomac s'est noué non par peur, juste par le poids de tout ce qui devenait réel.
cette nuit-là, 4 jours après avoir commencé à recueillir des preuves, je suis resté éveillé tard à la table de la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du murmure occasionnel des pneus sur la route à l'extérieur. J'ai tout étalé, chaque dossier, chaque relevé imprimé, chaque SMS, chaque courriel, chaque clip audio. Je les ai organisés par catégorie, comme Carla me l'avait appris. Les tempêtes juridiques ne sont pas gagnées par la colère. Elles sont gagnées par le papier. À 1h15 du matin, j'ai fermé le dernier dossier et les placé soigneusement sur le dessus de la pile. Je suis resté assis là un moment, fixant la cuisine sombre, laissant la vérité s'installer. Le SMS que Sophie m'a envoyé au manoir avait été l'étincelle, c'est sûr. Mais ce qui est venu après les enregistrements, les virements, les mensonges avaient transformé l'étincelle en un incendie. Un incendie silencieux, lent et délibéré. J'ai chuchoté dans la pièce vide, non avec colère, mais avec clarté, 1 heure après que tu m'as dit de ne pas venir, tu as commencé à tout perdre. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être plus, j'ai dormi profondément. Lundi matin est arrivé, plus froid que la plupart des matins de début de printemps en de France. Le genre de froid qui s'insinue dans vos manches et donne l'impression que vos os sont plus vieux qu'ils ne le sont. J'ai rasé, mis ma meilleure chemise boutonnée, la bleue que Sophie disait toujours me rendre décent en public, et j'ai conduit jusqu'au palais de justice du Nord avec le dossier de Manila posé sur le siège passager comme un témoin silencieux. Le centre-ville de Lille avait l'air fatigué, bâtiment gris, quelques joggeurs matinaux, l'odeur du café flottant depuis le café en face des marches du palais de justice. J'ai garé ma voiture, je suis resté assis là 1 seconde et j'ai respiré lentement. J'avais déjà participé à des audiences des griefs syndicaux, des litiges de paperasse des anciens combattants, mais rien de tel. À l'intérieur, les gens se pressaient dans la zone d'attente, jeunes couples se disputant la garde, personnes âgées chuchotant à leurs avocats, une femme serrant une pile de documents contre sa poitrine comme une armure. Vie ordinaire du Nord, calme, lourde, désordonnée. Carla m'a fait signe de la main. Tu es prêt? Autant que je peux l'être. Ça va bien se passer, a-t-elle dit. Dis simplement la vérité et laisse les preuves parler. Nous étions à peine assis lorsque la porte s'est ouverte et Sophie et Mireille sont entrées avec un grand homme en costume gris chic derrière elle, leur avocat. Il avait ce look soigné de quelqu'un qui facturait alors même quand il cligne des yeux. Sophie a jeté un coup d'œil à moi brièvement. Mireille ne m'a pas regardé du tout. Lorsque notre numéro de dossier a été appelé, nous sommes entrés dans une petite salle d'audience au mur beige, avec une lumière bourdonnante et un juge qui semblait être réveillé depuis beaucoup trop longtemps. Affaire 24 317, a annoncé le greffier. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Procédons. Carla s'est levée. Votre honneur, nous demandons des protections financières d'urgence pour mon client, Monsieur Dubois, en raison d'une mauvaise utilisation financière continue et d'une fausse déclaration par son épouse, Madame Dubois, et sa mère, Mademoiselle Fournier. L'avocat de Mireille s'est levé comme si quelqu'un avait tiré une ficelle. Votre honneur, ces allégations sont exagérées. Madame Dubois agit uniquement pour soutenir les besoins de santé de sa mère. Monsieur Dubois tente de punir son épouse pour des obligations familiales. Le juge a levé la main. Nous allons examiner les preuves. Et puis cela a commencé. Carla a sorti les relevés bancaires, les étalant un par un sur la table comme une tempête qui se prépare lentement. 39 000 €, a-t-elle dit, transférés sans la connaissance du client. Le juge les a étudiés, les sourcils se fronçant. Ensuite, vinrent les documents hypothécaires. Votre honneur, a dit Carla, mon client a signé croyant qu'il était copropriétaire. Il a été induit en erreur. Tel que déposé, il est seul responsable de la dette sans droit de propriété. Même le juge a marqué une pause à cela. Puis elle a joué l'enregistrement de la sonnette Nest. La pièce est devenue silencieuse. La voix de Sophie, une fois que la maison sera à ton nom, j'en aurai fini de jouer l'épouse. Il continuera de payer de toute façon. La voix de Mireille, il ne vérifiera rien. Le juge a lentement retiré ses lunettes. Je n'ai pas regardé Sophie. Je ne me faisais pas confiance. Son avocat s'est bousculé. Votre honneur, cet enregistrement à qui c'est quand? Carla l'a interrompu calmement. Horodaté, authentifié et capturé sur la propre propriété de la défendresse. Les murmures du couloir s'infiltraient comme le vent sous une porte.
Le visage de Sophie s'est froissé, pas de colère, juste de peur. Mireille s'est penchée vers son avocat et a chuchoté furieusement, pointant un doigt raide dans l'air. L'homme semblait piégé entre elle et l'épreuve. Très bien, le juge a finalement dit, sa voix ferme. Voici ma décision. J'ai retenu mon souffle. Avec effet immédiat, tous les comptes joints sont gelés. Aucune partie ne peut transférer ou retirer des fonds sans l'approbation du tribunal. La responsabilité hypothécaire sera examinée et le tribunal déterminera si M. Dubois reste responsable. Une enquête complète sur la mauvaise conduite financière commencera. Il a tapoté son stylo 2 fois. Et permettez-moi d'être clair, ce processus peut prendre 6 à 9 mois pour se résoudre complètement, mais M. Dubois ne subira pas de préjudice financier supplémentaire pendant cette période. 6 à 9 mois, plus longtemps que je n'espérais, mais juste, réaliste, et plus de protection que ce à quoi je m'attendais aujourd'hui. Le juge a fait un signe de tête à Carla. Votre client est protégé à partir de cet instant. Mireille s'est levée d'un bond. C'est absurde. Le juge n'a même pas levé les yeux. Madame, une autre explosion et je vous ferai expulser. Elle s'est figée, les lèvres tremblantes de fureur. Sophie s'est tournée vers moi, sa voix un murmure que seul moi pouvais entendre. Marc, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je me suis levé, ramassant mes papiers avec des mains calmes. C'est déjà fait. Carla a posé une main douce sur mon épaule alors que nous sortions. Tu as bien fait. Vraiment bien. Dans le couloir, des gens que je ne connaissais pas m'ont fait un signe de tête pas curieux, pas de pitié, juste de petits signes de tête silencieux. Le genre que les hommes se donnent lorsqu'ils reconnaissent quelqu'un qui se relève après avoir été mis à terre. Dehors, sur les marches du palais de justice, le froid ne semblait plus aussi vif. Les 9 mois qui ont suivi ont été lents, réguliers et étrangement paisibles. Pas facile, juste paisible, de cette manière tranquille que la vie prend lorsque vous cessez enfin de mener la mauvaise bataille. J'ai emménagé dans un petit appartement en location près du parc de la Citadelle, un simple logement avec de vieux planchers en bois et une vue sur la rivière si vous vous penchez juste comme il faut vers la fenêtre. Le propriétaire était un machiniste à la retraite qui m'a donné un rabais parce qu'il aimait les hommes du syndicat, et cela me suffisait. J'ai acheté un fauteuil inclinable d'occasion sur le bon coin et je l'ai installé devant la fenêtre. La plupart des soirs, je m'asseyais là avec une tasse de thé, regardant les lumières du pont scintiller sur l'eau. Sophie a d'abord essayé d'appeler, puis d'envoyer des SMS, puis des courriels. Je ne l'ai pas bloqué ça immédiatement. Je n'ai juste pas répondu. La vérité était que je ne la détestais pas. La haine prend de l'énergie. Ce que je sentais était autre chose. Quelque chose de plus calme. La clôture d'un chapitre que je n'avais même pas réalisé qu'il se terminait. Après un moment, ces messages ont complètement cessé. Le processus juridique s'est éternisé, exactement comme Carla l'avait dit, audience, requête, paperasse. Mais chaque fois que je me présentais, je me sentais un peu plus stable, un peu plus moi-même. Carla s'est battue comme un bulldog, et l'avocat soigné de Mireille a fini par avoir l'air plus fatigué que suffisant. À mi-chemin du processus, un auditeur financier du tribunal a examiné tous les virements et documents. Son rapport était direct, Marc Dubois avait été induit en erreur, exploité financièrement et exclu d'une propriété qu'il était garanti de financer. Mireille a essayé de se disputer, a essayé de se justifier, a essayé de présenter tout comme un malentendu, mais le papier ne ment pas. 3 mois plus tard, le juge a décidé que le manoir devait être mis en vente à moins que Mireille ne le refinance complètement sans mon nom. Elle ne pouvait pas avec son revenu, pas avec son crédit, pas sans moi. Cette maison, celle dans laquelle je n'étais pas autorisé à entrer, a été mise sur le marché à la fin de l'été. Les voisins chuchotaient. Les dames de l'église chuchotaient plus fort. À l'automne, Sophie a accepté la médiation. Elle avait l'air différente, fatiguée, usée, pas cruelle, pas en colère, juste quelqu'un qui faisait face aux conséquences de choix qu'elle n'avait jamais pensé qu'il la rattraperait. Elle a signé les documents reconnaissant ce que le tribunal avait déjà confirmé. Les retraits étaient inappropriés. Le prêt hypothécaire était basé sur une fausse déclaration, et elle devait une restitution pour les montants prélevés sur notre compte joint. Quand tout a été dit et fait, le poids que je portais depuis des années s'est finalement détaché de mes épaules. Un matin d'octobre vif, je me suis tenu devant le palais de justice pour la dernière fois.
Les arbres le long du pâté de maison étaient devenus d'un or éclatant, le genre de couleur que vous ne voyez que quelques jours chaque année avant que le vent ne dénude tout. Carla m'a serré la main. Tu as réussi, a-t-elle dit. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu de l'aide, lui ai-je dit. Elle a souri. Reprends ta vie maintenant, Marc. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai reconstruit lentement, petit déjeuner dans de petits restaurants, longue promenade au bord de la rivière, dimanche matin à l'amicale des anciens combattants, écoutant les anciens raconter les mêmes histoires avec la même fierté. J'ai réparé un vieux grill à charbon derrière ma location et j'ai cuisiné des hamburgers pour les voisins. J'ai même aidé un adolescent d'à côté à réparer un trou dans son silencieux et j'ai regardé l'expression de pure satisfaction sur son visage lorsque la voiture a cessé de trembler. Cela m'a rappelé Lucas il y a des années. La vie n'est pas revenue à ce qu'elle était. Mais elle a avancé, et c'était suffisant. Parfois, les gens me demandent si Sophie me manque. Ce qui me manque, c'est l'idée de qui je pensais qu'elle était, de ce que je pensais que nous construisions ensemble. Mais la vérité est simple. Certaines fins sont des bénédictions portant le déguisement